Bonjour Alice Chounier, bienvenue. Vous êtes donc la cofondatrice de Géosophie, créée en 2018 avec Quentin Barral. Votre métier, c'est la géoénergie. On va faire un peu de pédagogie pour commencer. C'est quoi la géoénergie ? Alors la géoénergie, ça consiste à aller chercher sous la terre, dans le sol, la fraîcheur en été et la chaleur en hiver. On sait ça tous d'instinct. Les animaux font des terriers justement pour se protéger de la chaleur en hiver et pour se protéger du froid. De la chaleur en été et du froid en hiver. Peut-être que vous mettez votre bon vin à la cave également. Oui, c'est vrai. Donc le principe est celui-là, Ouais. une température constante. Alors comme on n'a pas envie d'aller vivre sous la terre, on fait circuler de l'eau dans Ok. le sol pour aller la chercher. Mais alors, ce qui peut surprendre, c'est que c'est à la fois une source de chauffage et de climatisation, justement parce que cette température est constante, c'est ça ? Tout à fait. C'est aussi pour ça qu'on aime bien l'appeler géoénergie et pas géothermie. C'est pas uniquement de la chaleur qu'on va chercher. Oui. C'est aussi du frais, puisque quand on s'enfonce de quelques mètres sous la terre, règne une température entre 12 et 15 degrés. Et ça, c'est d'autant plus important pour faire face aux dérèglements climatiques et aux étés caniculaires qui vont se succéder. Oui. Alors cette énergie décarbonée, elle est sous nos pieds, mais est-ce qu'elle est forcément facile d'accès ? Est-ce qu'on peut en bénéficier partout ? C'est un peu pour répondre, enfin vraiment pour répondre à ces questions que vous avez créé Géosophie, c'est ça ? Tout à fait. Alors non, on ne peut pas l'utiliser partout, mais on peut l'utiliser très largement, Oui. puisque sur le territoire français, on parle de 90% des emplacements qui sont envisageables du fait de l'absence de risques géologiques sous-jacents. Donc Oui. c'est vraiment très important. Et d'autre part, ça peut s'appliquer à différents types de bâtiments. Donc on n'est pas limité ni par la géographie de façon générale, ni par la typologie de bâtiment. Mais alors, qu'est-ce que vous proposez comme service ? Il y a quoi ? C'est un moteur de recherche qui permet d'évaluer effectivement la ressource ? Alors tout à fait. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est combien ça va me coûter Ouais. et combien d'énergie ça va me permettre de produire pour un type de bâtiment donné et un emplacement donné. Et c'est exactement à cela qu'on répond avec notre moteur de recherche qui fonctionne très simplement à partir d'une adresse et qui ensuite permet de déterminer le potentiel technique et financier. Moi, j'ai changé ma chaudière. Je passais du fioul au gaz il y a 1 an et demi. C'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue, enfin qu'on a eue les copros au moment où on l'a fait. Mais on avait une très forte probabilité, par exemple à Paris ou en région parisienne, de trouver des sources d'eau sous nos pieds, quoi, et de pouvoir les utiliser. Alors tout à fait, à Paris, en région parisienne, une étude récente de Ouais. l'ADEME montre qu'on pourrait couvrir la moitié des besoins de chauffage et de rafraîchissement des bâtiments. Donc la probabilité est très grande. Après, c'est pas toujours de l'eau qui est là sous terre. Hein. Ouais. Parfois, on fait aussi circuler notre eau à nous sous la terre. On a deux typologies D'accord. possibles, suivant s'il y a déjà de l'eau ou pas. C'est vous qui menez les travaux aussi, ou vous vous contentez de trouver et de valider le modèle économique en Alors quelque sorte ? nous appuyons sur des partenaires pour faire ces travaux-là, mais nous proposons à nos clients, qui sont aujourd'hui des foncières, de les accompagner également dans ces phases de travaux pour que tout se passe le mieux possible, y compris la phase suivante, qui est la phase de suivi d'exploitation. Parce que ces technologies peuvent être utilisées, une fois qu'elles sont installées, 50 ans. Qu'est-ce que ça représente en termes d'économie, en facture, mais aussi en production de gaz à effet de serre pour vos clients ? Alors par rapport au gaz, par exemple, on peut diviser le bilan carbone par 10 pour un bâtiment donné. Donc c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est une énergie locale et décarbonée. Et vous avez compris, on fait circuler de l'eau, c'est très simple. Ensuite, en termes de facture énergétique, on peut les diviser par 5. Donc c'est non négligeable aussi du fait de l'augmentation des coûts de l'énergie. Alors justement, la guerre en Ukraine, ses conséquences économiques sont corollaires à la flambée des prix des carburants fossiles. Ça valide vos solutions, forcément. Est-ce que vous voyez l'intérêt ou les prospects affluer depuis 1 mois et demi ? Alors, bon, tout à fait. On nous prend bien plus au sérieux, c'est vrai, Ouais. depuis ces événements-là. En fait, si on prend d'autres exemples européens comme la Suède, eux se sont équipés dès le premier choc pétrolier. En fait, ils ont tout de suite compris qu'il fallait passer à ce type d'équipement très rapidement. Et aujourd'hui, ça représente 20% du chauffage de leur logement. Donc, c'est complètement possible de généraliser cette solution. Et là, c'est le moment. Toutes les planètes sont alignées, que ce soit le prix, que ce soit également les craintes simplement de disponibilité des énergies fossiles et que ce soit aussi l'acceptabilité des énergies fossiles. On a
tous compris maintenant qu'il faut passer à autre chose. Est-ce qu'il y a des subventions? Est-ce que quand une foncière fait ce choix de passer à la géoénergie, est-ce qu'elle est subventionnée? Tout à fait. Alors, il y a le fonds chaleur qui prend en compte typiquement 30 à 40% du montant des travaux. Donc ça, c'est pour plutôt les gros bâtiments. Et nouveauté cette année, il prend en compte aussi le rafraîchissement, parce qu'on en parlait, c'est une bonne source. Autre nouveauté, il prend aussi en compte des systèmes qui sont de plus petite taille, donc destinés à des plus petits bâtiments. Alors, on n'est pas rentré dans le détail des différentes technologies, mais il y a aussi des corbeilles ou des murs géoénergétiques. Des corbeilles, c'est quoi une corbeille? Alors, une corbeille, c'est juste une forme d'échangeur avec le sol. En fait, quand il n'y a pas d'eau dans le sol, on a différentes façons d'échanger avec le sol. Et une de ces géométries, c'est en forme de spirale, ou je vous disais en forme de mur, comme ça, pour aller dans le sol. Quelques chiffres en France, le secteur du bâtiment représente un quart des émissions de gaz à effet de serre, de CO2. Est-ce que vous diriez que la transition énergétique, ça va au-delà de votre métier, parce que c'est beaucoup plus vaste, mais la transition énergétique des bâtiments, c'est vraiment un levier peut-être le plus efficace ou l'un des plus efficaces de la transition écologique? Alors moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut tout faire. Et surtout, il ne faut rien oublier. Or, donc pour aller dans votre sens, effectivement, on a plusieurs axes, et le transport en est un, etc. Donc, il faut travailler sur tous les leviers et ne pas oublier les énergies thermiques renouvelables. La géoénergie en est une, le solaire thermique en est une autre qui peut très bien se combiner avec le sous-sol dans la mesure où on peut stocker dans le sol une partie des calories l'été. Mais ayant dit ça, le message principal que je voudrais faire passer, c'est que n'oublions rien, y compris le discret sous-sol. Oui, le discret sous-sol, je reprends votre slogan que je donnais en titre, l'énergie propre est à portée de main sous nos pieds. Bon, alors, peut-être que vous l'entendez, il y a des travaux dans l'immeuble d'à côté. C'est pas vous qui êtes en train de creuser pour trouver des sources ou équiper l'immeuble des voisins en géothermie, ça serait une bonne idée. Pourtant, bref, désolé si vous entendez ces bruits permanents, voilà, qui sont là dans nos oreilles depuis plusieurs semaines. Je reviens à notre thème. Quelle proportion, vous avez en partie répondu en évoquant la ressource, quoi, mais quelle proportion des bâtiments pourraient passer à la géothermie? Vous avez des clients qui sont quoi, quand vous dites des foncières? Est-ce qu'on peut imaginer, je dis n'importe quoi, mais l'industrie, des bâtiments de service, ça concerne qui? Alors tout à fait. En fait, encore une fois, ça peut s'appliquer vraiment à plusieurs typologies. Le point qui est important à réaliser, c'est que la température qu'on va chercher est entre 12 et 15 degrés. Donc les cas qui seront optimum d'un point de vue énergétique, ce seront ceux pour lesquels on cherche du tempéré également. C'est-à-dire soit pour chauffer ou rafraîchir un bâtiment, c'est exactement ce qu'on cherche à faire. Donc vous parliez de l'industrie, ça peut être effectivement certains procédés industriels, mais là on ne parle pas de procédés très haute température, ce genre de choses. C'est juste pour donner un contour. Voilà. Et donc la ressource, elle est présente en France, c'est quoi? Vous avez dit 80%, c'est ça? 90% du territoire français est éligible à cette technologie. Comment vous gérez la ressource en eau? C'est-à-dire est-ce qu'on est dans un circuit fermé ou est-ce que ça consomme de l'eau malgré tout? Alors non, on ne consomme jamais d'eau, que ce soit sur des systèmes ouverts ou sur des systèmes fermés. Il y a deux typologies. Donc les systèmes ouverts sont ceux pour lesquels il y a de l'eau qui naturellement s'écoule dans les nappes souterraines. Par exemple, c'est le cas à Paris. En fait, en surface, il y a la Seine, mais en profondeur, et c'est le cas dans beaucoup de grandes villes, il y a aussi, quand il y a une rivière ou un fleuve en surface, ça veut dire qu'il y a de l'eau qui s'écoule dans le sous-sol. Et là, on prend toute l'eau qu'on prend avec un forage, on la remet avec cette technologie-là. L'idée n'est absolument pas d'assécher une nappe. Ça, c'est une des technologies. Mais les technologies que j'évoquais aussi, par exemple les corbeilles, les murs ou les sondes verticales, dans ces technologies-là, on fait circuler notre eau à nous dans un circuit fermé. Et à Géosophie, nous, on n'a juste pas de religion en termes de sous-sol, on les regarde toutes et on regarde quelle est la meilleure pour un projet donné, pour un emplacement donné. Une dernière question sur la réglementation, la RE 2020, la nouvelle réglementation environnementale. Ça change quoi pour la filière, ça concerne la filière construction, ça change quoi pour un métier comme le vôtre? Alors, la RE 2020 va entrer en vigueur effectivement avec différentes échéances progressives, l'objectif étant de sortir des énergies fossiles. Donc c'est évidemment, alors quand on compare pareil à d'autres pays européens,
comme les Pays-Bas. À partir du moment où ils ont interdit le gaz, on a vu une croissance spectaculaire, plus 89% de la filière géoénergétique. Donc on s'attend à quelque chose de comparable en France. L'idée, c'est maintenant de s'y préparer et les outils que nous développons visent précisément à cela, c'est-à-dire à rendre l'expertise souterraine accessible à tous les promoteurs, à tous les porteurs de projets, de façon à ce qu'ils n'écartent pas, d'une part n'écartent pas cette solution, mais d'autre part la considèrent sérieusement. Merci beaucoup, Alice Chounier, pour toutes ces informations.